Salut les passionnés, et bien bienvenue sur ma chaîne Moki Tennis. Voilà, j'ai le plaisir de recevoir Xenia Chasto, voilà, numéro 1 française de tennis fauteuil, donc je suis ravi de l'accueillir. Donc on va pouvoir discuter de cette discipline si particulière et si impressionnante, voilà, que j'ai eu l'occasion de tester il y a quelques mois. Donc voilà, on va pouvoir parler du parcours personnel de Xenia, que ce soit sur le niveau personnel, les Jeux Olympiques, les titres du Grand Chelem qu'elle a déjà gagné, voilà, tout son parcours sportif, etc. Donc voilà, on va aborder ça petit à petit pendant 1 heure et demie. Vous aurez l'occasion de poser des questions-réponses. On essaiera de faire des petites pauses pour que vous puissiez poser des questions. Voilà, eh bien, écoutez, je vais l'inviter. Bonjour. Bonjour, eh ben ça fonctionne, c'est bien. Ça a été plus rapide que d'habitude. Yes, Tu m'entends super. bien? Ouais, très bien. Très, très bien. Tout est OK. Bon. Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation, c'est super sympa. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, c'est une thématique et un sport qui me tient à cœur. Voilà, tu as joué une de mes amies en championnat de France, c'est ce que je disais en préambule. Tu as joué Lauraline Legendre, alors au premier tour au championnat de France, voilà. Donc voilà, Ouais, elle était contente que je te reçoive. Bon, ouais, c'est cool. On s'est rencontrés au championnat de France, même pour la première fois physiquement, puisque je la connaissais un peu sur les réseaux, mais pas plus que ça. Je voyais qu'elle avait envie beaucoup dans cette discipline et c'est cool. On avait communiqué pas mal de fois et au championnat de France, on s'était joué. Ouais. voilà. Bon, je crois me souvenir que tu ne lui avais pas laissé beaucoup de jeux. Non, elle a de progresser, c'est normal. Il Oui, faut qu'elle oui. progresse, qu'elle fasse son chemin, elle. Et le sien, c'est tout. Et moi, franchement, je souligne juste son envie et sa passion qu'elle a pour ce sport. Et c'est cool, ça se voit en tout cas. C'est top. C'est top. Bah, tu vois, elle en rigole déjà. Bon, bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on démarre. Peut-être te présenter en quelques mots, et puis après, je poserai quelques questions, puis évidemment après c'est au feeling. S'il y a des questions intéressantes, on y répond, et voilà, si ça te va comme ça. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Juste, Bon. Bon, bah raconte-nous un petit peu donc t'as attaqué le tennis. Donc de ce que j'ai compris, c'est que tu faisais du tennis avant du tennis fauteuil. T'as été jusqu'à 15-3. J'ai vu ça. ouais, c'est ça. Valide à 14 ans, ouais, j'avais atteint le classement de 15-3. Voilà. Donc c'était déjà une passion familiale de tes parents, ta famille jouait déjà au tennis. Non, même pas. Non, c'est moi toute seule. C'est moi la première de la famille qui a pratiqué ce sport, qui a pratiqué ce sport. Et ça a été une passion dès la première pratique où j'avais 4-5 ans. Et je sais pas, j'ai adoré ce sport sur tous les points, techniquement surtout quand j'étais petite. Et après par la suite, sur la dimension mentale, physique, faut être complet en fait dans ce sport et c'est ça qui me plaît. Mais non, pas du tout de la famille, juste moi toute seule. Et maintenant aujourd'hui, ouais, il y a eu mon frère qui a joué, qui s'est mis à jouer et ma mère aussi. Ma mère, elle fait du tennis maintenant. Ah, c'est l'inverse, c'est toi qui as initié les Ouais, autres. C'est ouais, plutôt exact. plutôt dans Ouais. l'autre sens. Et du coup, est-ce que tu avais déjà l'ambition, entre guillemets, avant de passer tennis fauteuil, d'être pro, ou ça a vraiment été entre guillemets, je dis bien entre guillemets, une opportunité après, Mm. quand tu as démarré le tennis J'avais fauteuil? le rêve de voyager de mon sport, d'être pro en fait, d'être professionnel, c'était mon rêve quand j'étais petite honnêtement. Je le disais souvent à mon père et tout, il me disait bah va falloir c'est bien de rêver, il m'interdisait pas de rêver mais il me faisait comprendre quand même que ça allait être compliqué et que j'avais pris du retard sur parce que j'avais commencé la compétition plutôt tard par rapport aux autres enfants parce que mes parents ne voulaient pas me mettre à la compétition si tôt, enfin c'est-à-dire quand j'ai commencé à 5 ans, j'ai été détectée très tôt. Ah oui, Euh, ouais. Mm. et, et plein de trucs parce que j'avais une très très bonne motricité, une capacité quand même assez honnêtement bluffante pour ce qu'ils disaient en fait les coachs. Donc j'avais fait des trucs à la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur et mes parents avaient refusé gentiment ce qu'ils proposaient parce que c'est vrai que c'était trop ambitieux pour une fille de 5 ans qui faisait juste ça pour le plaisir. Je leur en veux pas du tout, mais du coup j'ai fait mon petit chemin dans mon petit club jusqu'à mes 12-13 ans. Après je suis allée dans un plus gros club où j'avais l'ambition de performer et je commençais vraiment à bien performer à ce moment-là juste avant l'accident. Et je comptais faire du sport-études pour le lycée.
Et ouais, j'y croyais toujours, même si ça allait être quand même compliqué, parce que le tennis, c'est un sport compliqué et il y a plein de facteurs qui font que voilà, pas tout le monde perce et c'est normal. Et du coup, ce moment-là où je commençais à réfléchir à mon avenir et voilà. Mais j'ai rêvé, ouais, c'était un rêve de gamine. Déjà, ouais, bah, t'avais déjà le mental construit pour devenir une championne. C'est beau. C'est beau, en tout cas. Il y a déjà un joli commentaire. À mon avis, tu connais peut-être Julie. Je vous assure, elle a un mental d'acier. C'est un exemple. Voilà. Ouais, On est peut-être au jeu, c'était une volontaire au jeu. Trop sympa. d'accord. Et du coup, bah, il y a une bascule en 2021 où tu as un accident de moto, voilà, et tu perds une partie de ta jambe gauche. On va pas revenir sur les détails évidemment de l'accident, mais finalement, bon, c'est un moment difficile évidemment. Mine de rien, de ce que je vois, tu as fait la bascule très rapidement vers le tennis fauteuil. Je sais, je prends l'exemple de Lauraline qui, pour pas mal de gens qui ont une perte de motricité, on leur propose plusieurs sports handisport. Est-ce que toi, tout de suite, tu t'es dit, je vais me porter vers le tennis fauteuil ou c'était une opportunité? Comment ça s'est passé, toi, de ton côté? Moi, assez rapidement, effectivement, je me suis orientée sur le tennis fauteuil. On m'a dit que ça existait parce que honnêtement, je connaissais pas. Grâce à une association marseillaise qui est Hmm. venue vers moi après mon accident, pas tout de suite, mais au fur et à mesure. Quand Et ils m'ont proposé la pratique du tennis fauteuil quand je serais prête de découvrir. Déjà, ils m'avaient fait une surprise de sortir une journée en centre de rééducation, de sortir du centre avec une permission et de découvrir l'équipe de France de tennis fauteuil, un stage qui était réalisé à Nice. Et j'avais vu D'accord. les et j'avais vu un peu le mouvement, le truc, et j'avais grave kiffé, honnêtement. Après, ils sont allés assez rapidement parce que j'étais encore en centre de rééducation. Ça faisait quelques mois mon accident, mais parce que je le montrais aussi. Je tapais la balle contre le mur à l'hôpital. J'étais sur le parking du centre de rééducation. Je tapais la balle en fauteuil. J'en avais rien Ah à ouais, faire, en fait. pas que t'as la balle jaune. J'avais juste envie de taper la balle, de kiffer un peu. Et donc, ils sont allés un peu, pas vite, mais ils sont allés à mon rythme, en fait. Et c'est en septembre 2021. Je suis encore hospitalisée à ce moment-là. Je suis restée à l'hôpital quasi un an. Et c'est là où je découvre vraiment le tennis fauteuil. Je sais pour la première fois. Et ça a été assez un coup de foudre en fait, parce que pour moi, c'était les mêmes sensations dans la raquette. Le déplacement était différent, Ah mais oui. j'ai tout de suite adoré. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu du mal, anciens joueurs de tennis, à se mettre au jouer au tennis fauteuil parce que c'était en fauteuil. Pour mon cas, ça n'a pas été le cas et c'est cool. Je crois que j'ai gagné énormément de temps quand je prends du recul sur cette réflexion-là, parce qu'il y en a, ils ont eu du temps en fait à accepter à faire un sport en fauteuil. Moi, ça n'a pas été du tout mon cas et je crois que ça a été un gros plus dans mon évolution et j'ai pas forcé les choses, hein, vraiment. J'ai juste adoré la première fois que j'ai joué au tennis fauteuil. Euh, j'ai adoré parce que je retrouvais ce que j'aimais, mais je découvrais aussi d'autres choses qui étaient assez cool et satisfaisantes. Voilà. Non, c'est pas, bah, t'avais déjà une mentalité en te disant, je vais kiffer directement. Donc c'est déjà, t'avais fait le plus dur, t'avais passé le scope mental déjà en te disant, Ouais, je vais performer là-dedans. pas du tout fermée à cette pratique-là. J'étais déjà ouverte en fait, je pense en termes sur l'esprit en fait, dans l'esprit. Ça me dérangeait pas quoi. Je me disais bah super, allez, on essaie. Et mine de rien, tu as une progression fulgurante parce que si je dis pas de bêtises, au bout de seulement un an et demi, 2 ans de pratique, tu es championne de France junior. Donc à 16 ans, je crois, ou 16 ans et demi. Alors j'ai pas le mois près, hein, Et j'avoue. en 2022, Ouais. 2022, juin 2020, ouais, juin 2022, je crois bien. Et j'ai eu ma première sélection en équipe de France aussi en 2022. Ça a été très rapide pour moi parce que chez les juniors, Ah ouais, très rapide. en France, Mm. il y avait quand même moins de monde et donc j'avais le niveau en fait pour en junior, même à l'international. Mm. Donc c'est différent. Mais oui, oui, c'était un super titre hein, d'être championne de France junior. Ça m'a vraiment mis dans le truc. J'étais heureuse. J'étais heureuse de l'être. Et ouais, au niveau national et junior, ça a été très très rapide, honnêtement. Et Très très après, rapide. vers le circuit, on en parlera, mais voilà, petit à petit. Et justement sur le, oh, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur le circuit, tu as raison.
Et du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les grandes différences techniques. Alors, effectivement, le déplacement n'est pas du tout le même. Je peux témoigner dans la vidéo où j'ai vécu un calvaire avec l'Oraline. C'était très intéressant à tester, mais c'est de la trigonométrie. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme différence, notamment sur la partie technique, coup droit et revers? On parle souvent de ce revers, ce fameux revers un peu inversé. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différences de coups, notamment? Effectivement, il y a un coup qui est très différent, qui est pas du tout le même, c'est le revers. Moi, j'avais un revers à deux mains, du coup, en plus, même pas à une main. Et c'est un coup, en fait, qui permet d'avoir une meilleure trajectoire vers le haut, puisqu'on va taper des balles beaucoup plus hautes, du fait qu'on est plus sur le terrain. Et donc, si on avait un revers classique, une main, comme en valide, on allait être coincé en termes de mobilité sur les hauteurs de balles. Et aussi, en termes de force, sur la force, on a beaucoup plus de force avec un revers inversé, puisqu'on la contrainte qu'on met là, et si on est comme ça, elle est plus compliquée, à part si c'est à hauteur de hanche. Et donc ça, c'est le cas pour les joueurs valides, mais nous, la plupart, ils sont là, les revers, en bas, mais on a une très très bonne mobilité du poignet. Et donc, c'est un revers super intéressant qui en fait la personne qui a inventé ce coup-là quand la pratique du tennis fauteuil a été créée, c'est un génie, c'est un génie. Moi j'adore ce coup. Aujourd'hui c'est mon coup favori et je le trouve déjà esthétiquement super beau et en termes de pratique et de je sais pas de jeu de stratégie c'est ce qu'il fallait en fait. On utilise toujours le type de revers, ça on n'hésite pas. Ouais, tu types Mais un peu, ouais, le d'accord. Ouais. revers frappé, c'est un revers inversé, donc on va mettre la paume de la main vers le terrain. En fait aussi, on a un gain de temps, j'ai oublié de dire, on a un gain de temps entre le coup droit et le revers, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de changer de prise quasiment entre le coup droit et le revers, ce qui fait que voilà, nous, on utilise toujours nos bras, nos mains pendant des séances, pendant la pratique et tout simplement, c'est beaucoup mieux de ne pas changer de prise, on perd beaucoup moins de temps, même si voilà, quand on chip, on change de prise en soi, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a un temps, de la puissance encore plus et une trajectoire plus intéressante. Donc c'est ces trois points-là pourquoi le revers inversé existe dans le tennis fauteuil. Et moi j'adore ce coup et j'ai pas eu de mal à l'intégrer. Grâce aussi à mon entraîneur, Gabriel Tassaro, qui m'a dit tu verras ton revers, t'inquiète pas. Parce que j'étais un peu inquiète, forcément j'avais un revers à deux mains. Un peu Forcément, ouais. inquiète, il va falloir que je l'apprenne quoi. J'ai été bien entourée parce que l'association, il y avait des joueurs, ils me disaient vraiment fais pas l'impasse sur ce revers, apprends-le parce qu'il y en a ils veulent pas l'apprendre ou alors ils n'y arrivent pas malheureusement. Et donc moi j'ai vraiment persévéré un peu et très rapidement mon entraîneur quand j'ai commencé à m'entraîner un peu régulièrement, il m'a dit oh, ça sera ton coup le plus fort. Du fait que j'ai un œil directeur favorable pour le revers, ça joue énormément dans les coups. Et ce qui fait que j'ai appris extrêmement vite ce revers inversé. Et c'est aussi parce que je l'ai aussi apprécié ce coup. Je pense que si je comprenais pas déjà le truc, et puis aussi c'est ma jeunesse qui m'a aidé, je pense, on apprend plus vite à cet âge-là qu'un peu plus âgé, c'est sûr. Mais donc il y a plusieurs choses qui ont fait que je l'ai vite intégré. Mais voilà, moi tout ce que je peux dire de ce revers aujourd'hui, c'est que vraiment c'est un kiff. Ok. Non, je rigole parce que ton entraîneur vient d'écrire, il dit beaucoup de conneries, ton entraîneur. Ah oui, Là, il a reçu un compliment, donc ça l'a fait sourire. ah oui. Moi je m'en souviens comme si c'était hier, hein, quand il m'a dit tu verras ton coup le plus fort ça sera le revers inversé, j'étais comme ça. J'ai dit quoi j'ai un coup droit, le coup droit c'est le même et il a raison. Et en plus quand j'étais valide, mon coup le plus fort c'était mon revers déjà. Ah oui. Donc on s'est fait confiance, il m'a guidé et il a complètement raison, même si j'ai un très bon coup droit et j'ai, je pense, peu de points faibles, j'espère. Euh, il y a quand même une performance plus grande, enfin je sais pas, oui, mon coup, si je dois choisir un coup, c'est le revers. Ah, c'est intéressant parce que on va dire que la majorité des joueurs te dirait le coup droit. J'aurais plus pensé ça au tennis fauteuil. Après, tu parles que tu peux mettre plus de puissance. T'es quand même, entre guillemets, vu que c'est un peu comme ça, limite, enfin, t'as toujours une trajectoire puissante, mais assez, un peu courbée. Je suppose que t'as un peu de mal, ou Il y a je me beaucoup, dis peut-être une bêtise, hein, d'aller vraiment tendu avec cette prise. Non, t'y arrives quand même en prenant plus bas. c'est-à-dire, j'ai pas bien compris.
Non, je veux dire, vu que tu as ta prise inversée en revers, on aurait tendance à dire que tu vas frotter la balle et elle va prendre une trajectoire en courbe au départ de la trajectoire. La balle, elle Tu arrives arrive quand bas. même à taper à plat un petit peu avec cette prise ou Ouais, pas? Ouais, on peut vraiment, mais ouais, c'est pousser comme ça, ouais, ouais. on va utiliser beaucoup de volume, on va beaucoup utiliser ouais, ce volume, hein. Mais la balle, elle va très vite, honnêtement. Et il y a toute une mobilité qu'on n'a pas en coup droit, où là, Ouais, ça devient. Là, je peux aller vraiment chercher hyper derrière, préparer et envoyer un missile. un missile, Je sais carrément. pas, c'est un coup qui, pour moi, est très fort en puissance, en lourdeur aussi, avec toute la mobilité de poignet qu'on peut mettre. On peut jouer vraiment avec les effets dans le revers. Beaucoup plus que le coup droit pour moi. D'accord. Voilà. Non, mais c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est vraiment le coup atypique de tennis fauteuil. Mais la majorité des gens sur le circuit maintenant sont en revers inversé ou je me trompe? Il y en a Ah encore? oui, Ouais, ouais, on est d'accord. il y a des anciens un peu qui ont toujours eu un revers comme ça, ou alors chip. Ceux qui n'ont pas de revers inversé, très rare, ils vont le frapper, ils vont faire que des chips. Il y a Sandrine Caudron-Paulin qui a de temps en temps un revers inversé, mais qui chip 80% du temps. Et elle a un très très bon chip. Et il y en a, ils s'en sortent très bien juste avec un chip. Il y a notamment une Hollandaise dans le top 5 mondial qui a uniquement un revers slicé. Et elle s'en sort très bien. Elle est top 5 mondiale, je sais pas quel classement exactement, mais elle doit être très bien. Elle doit être dans le top 5. Elle a été médaille d'or aussi. Donc, euh, donc ouais, c'est Gisque. Voilà, je sais pas son nom. Mais en tout cas, il y en a quelques-uns, mais de plus en plus rares. Ça se fait de plus en plus rare. Aujourd'hui, il y en a, le but c'est d'avoir tous les coups, hein. Moi, je rentre dans cette optique-là, hein. C'est de savoir tout faire. Donc, Ah, voilà. d'avoir la palette la plus large, ouais, forcément, hein. Ouais, bien sûr. Et est-ce qu'il y a des coups qui sont plus adaptés en fonction de la surface? Parce c'est con, mais l'adhérence du fauteuil sur la terre battue. Moi, j'ai testé sur terre battue. J'avais Oui. l'impression que c'était beaucoup plus compliqué à se déplacer sur terre battue pour le coup. Est-ce qu'il y a des coups qui sont peut-être plus simples sur terre par rapport à ton déplacement? Je sais pas si tu vois ma question, mais Eh bien, bien sûr que le déplacement diffère en fonction des surfaces, pas plus que ça non Hmm. plus. Une fois qu'on on s'est roulé quand même sur toutes les surfaces. Merci Guillaume. C'était là pour la joueuse hollandaise. Ouais, merci. Et du coup, selon les surfaces, forcément on roule plus ou moins bien. Sur la surface du dur, on roule forcément, c'est là où on roule le plus vite, on est le plus réactif. Sur la terre battue, on va être beaucoup plus explosif, ça va beaucoup plus déraper, ça va prendre plus de temps, forcément, il y a une adhérence plus importante, mais par contre, le rebond est plus lent, hein, sur terre battue, donc c'est assez proportionnel. Hmm. Et le gazon, j'ai jamais fait, mais je pense que pour moi, ça serait la surface la plus dure, parce que un déplacement qui est quand même physique, parce que ça reste du gazon et c'est pas simple de rouler dessus, même si c'est très très bien coupé, ça reste physique. Et par contre, la vitesse de la balle est extrêmement vite, c'est la plus rapide surface. Donc c'est opposé, donc c'est compliqué parfois. Enfin, j'ai jamais essayé, mais je pense que j'ai déjà vu le Wimbledon tennis fauteuil des matchs. Il y a très, très peu d'échanges, encore moins. Déjà que de base, le tennis fauteuil, c'est un sport où il y a quand même moins d'échanges. Hmm. Mais, mais là, c'est hyper rapide, c'est service-retour. Je pense qu'il y a des échanges quand même, mais c'est quand même comme au valide, hein, en fait, hein. Donc il y a quand même une différence en termes de déplacement. Mais après, honnêtement, oui, et différence de coût aussi, c'était ta question, il me semble. Différence de coût, on va peut-être utiliser plus d'effets forcément sur la terre battue parce que ça prend plus les amortis, des choses comme ça, mettre plus de volume, plus de variation en fait de coût. C'est pour ça que j'adore cette surface parce qu'on a vraiment, on peut étaler enfin on peut utiliser plein de coups différents et moi j'adore ça. J'adore vraiment cette variété-là. Enfin, pouvoir utiliser cette variété de coups. Dur, moi j'apprécie aussi. Et gazon, c'est sûr que si on a un très très bon chip, ça peut faire très très mal sur gazon. Donc voilà. Mais ça reste des classiques du tennis. Hmm. Et techniquement, voilà, ça reste un peu la même chose. Mais sur le déplacement, c'est à peu près ça. Voilà. Bon, je suppose que l'objectif c'est Wimbledon l'année prochaine pour tester. Ouais, ouais, c'est dans mes rêves de l'année prochaine. Ouais.
Là, actuellement, tu es quoi? 20e mondial ou t'es monté un petit 20 peu là? J'avais vu. non, 20e mondial, c'est bien ça. Ok. Alors j'en parlais avec Stéphane Houdet il y a enfin, il y a maintenant un an. Il faut être dans les 16 premiers pour entrer en tableau. Je crois que c'est les tableaux de Bon, 16 ou de 32, je sais plus. le rentrée de tableau, ça va être top 14 Top mondial. 4, Et d'accord. deux wildcards, donc souvent c'est le top 16. Et sinon, en France, bah, ils m'ont donné aux deux Françaises qui sont suivies derrière, pas forcément dans le top 16. Mais là, tous les autres Grand Chelem, ils donnent 15 et 16 wildcards, normalement, logiquement. Ok. Ça- Bon, ça va le faire. J'y crois. Ça va le faire, Mm. on n'est pas bien loin. Hein? Oui, t'es pas bien Non. loin. T'es pas bien loin. Ok. Et je voulais revenir aussi sur. Après, on passera peut-être un peu plus sur la bascule, la structure d'entraînement. Je voulais parler aussi du service. C'est vrai que là, pour le coup, au niveau du tennis fauteuil, vous êtes tous un peu inégaux, j'entends ça dire, parce que Lauraline me disait, bah, certains n'ont pas cette mobilité de bassin comme tu as pu me le montrer en vidéo là, il y a quelques minutes. Euh, Comment on arrive, parce que déjà qu'au tennis valide, on se casse le dos, entre guillemets, pour aller prendre une balle. Comment on réadapte son lancer, parce que pour le coup, le lancer n'est pas le même. J'ai l'impression qu'il doit être juste parfait au tennis fauteuil. Est-ce que tu peux nous dire pour être capable en plus de balancer l'avant et mettre de la vitesse? Comme dans le tennis valide, il y a une exigence à avoir sur le lancer. Pas Ouais, encore plus, plus je pense. que le tennis valide. Non, pas plus. Non, pas plus Hmm. grande, parce qu'une fois qu'on connaît notre position, le lancer, bah voilà, moi si je lance mal, je peux toujours bricoler et m'en sortir, sortir un service. Donc après, forcément, il y a l'histoire du handicap. Il y en a, ils vont pas pouvoir chercher des balles aussi loin d'eux, aussi Hmm. derrière. Voilà, et donc ça, c'est un autre sujet. Mais, euh, mais du coup, ouais, l'exigence du lancer est pareil, je pense, au même degré, pour avoir connu les deux. Pas au même niveau, mais à peu près, ouais. Hmm. Et, euh, et ouais, le bassin, enfin, forcément, la ceinture abdominale, on l'utilise beaucoup au service, notamment, parce il faut taper la balle très haut. Et si j'ai envie de mettre un gros lift, un gros kick, forcément, je vais Hmm. activer mon bassin, ma ceinture abdominale. Après, sur les slices, peut-être moins, plus un passement de bras plus important. Voilà, après, ça prend. Puis c'est selon un peu tout le monde. Hein. Bien sûr que c'est scolaire et qu'il y a une technique à respecter quand même. Mais après, selon les sensations, nos propres sensations. Et voilà, moi, si j'ai envie, par exemple, de fermer plus la main, alors que normalement, faut pas fermer une main, c'est un exemple, bah, je m'en fiche. Moi, si ça me plaît en termes de sensations, je vais faire ça. Euh, donc après, c'est selon vraiment chaque joueur. Mais voilà, on fait en fonction de notre handicap aussi. On a un appui plus ou moins. Tout le monde a un handicap. Tout le monde s'adapte en fonction du handicap. Et donc les gens le gèrent très bien, honnêtement. Hmm. Il y a du top 20 mondial, top 25 mondial, il y a des paraplégiques chez les femmes et chez les hommes aussi. On a pas paraplégique, mais un gars qui a la polio, Gustavo Fernandez, qui est juste impressionnant, qui a pas d'appui de membre inférieur et qui est top 5 mondial. Je prends large, mais je crois qu'il est top 3 mondial, je vais pas me tromper. Et c'est impressionnant. Donc il y a quand même une possibilité de performer au-delà du handicap et des différences, mais c'est vrai que c'est une réalité et que ça va être plus compliqué pour la personne qui aura un manque d'abdos, voire quasi pas, ou pas du tout, qu'une personne comme moi qui a 80% d'appui, 85 même, j'ai juste une jambe où voilà, je suis un peu plus faible, forcément j'ai un pied en moins, mais pas plus que ça, donc on s'adapte. Et les personnes en situation de handicap le font très bien, je pense. S'ils aiment vraiment leur sport et tout, ils s'en sortent très très bien. Et aujourd'hui, il y en a plein qui performent avec des handicaps assez extraordinaires. Et aussi nous, qui forcément, on est assez pris, enfin, on est assez, on va dire, on a moins à s'adapter, je pense. On a plus de facilité forcément en termes d'appui. Mais on doit apprendre à jouer avec et à mettre toutes nos chances de nos côtés pour performer. Voilà. Il faut avoir un certain niveau de résilience. Sinon, ça peut être compliqué, ouais. Mais Ouais, 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 assez, assez impressionnant. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Hein. Je trouve que c'est tellement difficile le déplacement. Parce qu'au final, tu frappes, t'es tout le temps en mouvement. C'est ça qui m'impressionne dans votre sport surtout.
Ouais, C'est non, non, la capacité de déplacement et dans ce qu'on on nous rabâche. Tu vois, on était à peu près au même niveau. Moi, j'ai été 15 ans très longtemps. On nous rabâche qu'au moment où on frappe, il faut s'arrêter, ouais. ou faire un léger ancrage. Vous, pour le coup, c'est l'inverse. Non, pas tout. Bouger, frapper. Non, pas Ah, il y a du fixe de temps en l'impression. temps. On a l'impression qu'on s'arrête pas, qu'on va frapper en même temps de bouger. Hum, Mais en soi, c'est une erreur. Quand on tire une main courante en même temps de frapper, souvent ça va dans le filet ou dans une bâche. D'accord. Donc le but, Tu vois, ça se voit pas en fait, mais on roule, on laisse rouler, on frappe. Normalement, idéalement, le fauteuil doit rester dans la direction, dans le placement parfait pour frapper la balle. On va lâcher les deux mains pour ceux qui peuvent, forcément. En tout cas, mon cas. Hop, je frappe, je vais reprendre les mains courantes et je vais réactiver mon fauteuil. Mais mon fauteuil n'a pas à l'arrêt puisque j'ai laissé rouler. Il y a quand même un laisser rouler. Mais par contre, il faut absolument pas de changement de direction en même temps de frapper. Sinon, là, c'est la personne qui tire la main courante pour frapper. Ça arrive, honnêtement, quand on est à la rate. Moi, j'ai dû déjà le faire, mais des centaines de fois. Mais c'est une erreur technique, honnêtement. On perd en qualité de frappe si on tourne en même temps en train de frapper. On perd en qualité de frappe. Donc le but, c'est vraiment d'être stable, de rouler, de frapper. Le fauteuil est toujours en mouvement, attention. Ouais, mais qui reste dans la trajectoire Une nouvelle direction. Mais c'est le changement de direction. On ne peut pas changer de direction en même temps de frapper. En tout cas, la balle, elle va aller peut-être de l'autre côté du filet et ça va bien se passer pour la personne, mais elle perdra forcément en qualité de frappe, c'est certain. D'accord. Ah, mais c'est intéressant parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais je regarderai plus en détail le vidéo. Voilà. Eh ben, c'est bien. Je me coucherai moins bête ce soir. C'est parfait. C'est parfait. Parcours scolaire, j'y reviendrai peut-être un peu après. J'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ta structure d'entraînement. Alors, j'ai eu l'occasion de regarder tes stories un petit peu avec ton coach, enfin ton préparateur physique Marco là. Ouais. J'ai trouvé ça assez impressionnant parce que tu fais un gros travail de crossfit et de cardio. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, que tu bosses énormément la puissance et l'explosivité? Qu'est-ce que ça t'apporte vraiment? Enfin, je suppose un petit peu, mais qu'est-ce que ça t'apporte vraiment? Parce que c'est assez impressionnant d'ailleurs. Alors, avec Marco Redondo, mon préparateur physique, qui est basé sur Marseille, avec cette personne, on travaille forcément, il y a du crossfit, c'est à bien souligner. Il y a du crossfit, il y a aussi de l'haltérophilie. Ouais, alternative. Et l'haltérophilie, pour commencer, c'est peut-être le plus complexe à comprendre pourquoi et comment, et risque de blessure ou pas. Non, pas du tout. Ah ouais. Déjà, Moi, ça m'a choqué hein, que ton lever, je crois que t'es monté jusqu'à 35 ou 40 kilos, ouais, où tu montes sur une jambe. Moi, j'ai fait, ah ouais, quand même. ouais. Déjà, le moment inférieur, c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on ne doit pas le travailler, honnêtement. Déjà, le Ah non, on est d'accord. C'est intéressant. marche plus tard, etc. Aussi pour le tennis fauteuil, parce que toute l'intensité qu'on met dans le fauteuil, dans l'appui des membres inférieurs, dans le fauteuil pour ceux qui peuvent, c'est quand même impressionnant. Mm. Ah, je t'entends plus. Je ne t'entends plus. Ouais, c'est bon. Ça y est, je t'entendais plus. Et du coup, je disais, avec Marco, on travaille du coup la vitesse fois la force, en fait. Ce qui en fait représente le tennis fauteuil, honnêtement. Il faut de la vitesse, mais il faut aussi de la puissance, de la force. C'est tout l'objet de notre travail ensemble. Alors l'haltérophilie, quand on fait du développé, quand on fait de l'épaulé jeté ou de l'arraché, c'est clairement ça en fait, c'est de la vitesse fois de la force. C'est un mouvement où il faut être rapide, mais aussi précis dans le mouvement, ce qu'on retrouve dans le tennis fauteuil, dans le tennis tout court, la précision, la technique. Et donc là, c'est tout on le voit pas en fait de l'haltérophilie, on pense que c'est des gens qui soulèvent des trucs, mais il y a toute une technique derrière. Dans un épaulé jeté ou dans une arrachée, il faut passer proche du corps, faut être détendu au niveau des poignets ou des choses comme ça. Il y a plein de précisions à avoir pendant un effort. Et donc, c'est ça on essaie de chercher dans l'haltérophilie. Et forcément, la force, ça renforce toujours la jambe, tout ça, etc. Et le crossfit, c'est un très bon complément parce que c'est
c'est hyper physique et ça met aussi en évidence le cardio. Faire monter le cœur, c'est vrai que dans le tennis fauteuil, on ne fait pas forcément monter le cœur extrêmement, mais on en a forcément besoin de faire monter ce cœur pour augmenter une performance, pour monter une endurance mentale dans l'effort. Voilà, tout est relié en fait. La précision du geste pour l'haltérophilie, plus la puissance et la force qu'il faut avoir, mais surtout cette technicité qu'on retrouve dans l'haltérophilie est super intéressante et c'est vrai que c'est un peu notre signature à nous avec Marco et je trouve que ça fonctionne bien puisque je suis assez précise techniquement, je pense, et c'est notamment grâce à ce travail-là qu'on fait ensemble, ouais, sur voilà. En tout cas, ça m'a impressionné, moi, j'avoue. C'est déjà que c'est pas si simple de faire de l'épaulé jeté, comme tu dis. Alors ouais, non, franchement, bravo. Bravo, respect. Voilà, comme Et tout le monde, on s'adapte quoi. J'ai qu'une jambe, je vais pas faire sur deux jambes. En fait, j'ai qu'une jambe et forcément le corps humain a une capacité d'adaptation impressionnante. ouais, Que ce soit un autre, hein, dès que tu as quelque chose en moins, ou voilà, oui, que ce soit mon psychique ou mon physique, dès que tu as quelque chose en moins, bah, il faut s'adapter. Et enfin, cette capacité qu'on a, elle est quand même extraordinaire. Et c'est pas que mon cas, c'est le cas de plein de personnes en situation de handicap qui s'en sortent très bien parce que naturellement on s'adapte, mais aussi bah, par envie, forcément, il faut avoir l'envie, hein, bien sûr. c'est clair. Et du coup, tu es accompagné donc d'un préparateur physique. Bon, je suppose qu'il t'accompagne pas forcément sur tout le circuit. Ton coach, par contre, ton coach t'accompagne sur tous les tournois Pas ou sur tous les tournois. ouais. Encore durant cette année, il m'accompagnera pas sur tous les tournois, mais quand même sur beaucoup de tournois, notamment les grands rendez-vous forcément, Grand Chelem ça évidemment, mais aussi d'autres tournois, ma reprise à Bolton. Il y a quand même des points clés où il m'accompagnera et forcément on ira dans un accompagnement. Pourquoi pas à 100% un jour, mais c'est pas forcément l'objectif d'être à 100% accompagné. C'est bien aussi d'avoir une certaine autonomie et aussi d'avoir aussi son moment à soi et voilà, cette année, j'ai été tout le temps accompagnée en tournoi et ça s'est plutôt bien passé. Parfois, j'en avais besoin, effectivement, ça me manquait, mais parfois, je pense qu'on développe de grandes compétences d'être pas accompagné aussi des fois. Parce que voilà, il faut se débrouiller seul et on fait peut-être plus marcher son cerveau à ce moment-là, je sais pas. Il y a des choses qui se passent quand on est peu accompagné et faut pas. J'essaie de trouver du positif à ne pas être tout le temps accompagné, mais on va quand même vers un projet d'accompagnement qui sera de plus en plus régulier d'année en année, ouais, c'est sûr. Et du coup, Gabriel, il est de la structure de la Fédé ou enfin tu as une aide de la Fédé, alors je vais pas parler de sous, hein, mais tu as un accompagnement de la Fédé par rapport à ta structure ou pas? Ouais, bien sûr, la Fédé nous aide énormément, le pôle France qui a été créé en janvier 2023. Alors, on est forcément beaucoup aidé déjà sur le plan financier, ça c'est sûr, mais aussi structurel, moral aussi, on est soutenu. Et ensuite, Gabriel, lui, il est de la structure de la Ligue Provençale Côte d'Azur, il est salarié à la Ligue. Et là, il est en phase de collaborer aussi avec la fédération cette année. Ben voilà. Du coup, c'est un peu un mixte. Voilà. Et sur la prépa mentale, j'ai vu que tu attachais beaucoup d'importance à l'aspect mental. Pareil, tu travailles avec un préparateur mental Ouais, ou une préparatrice mentale? ouais. Ouais. Avec une préparatrice mentale qui est de Bordeaux, qui s'appelle Aurélie Rayet, et on travaille depuis août 2023. On s'est contacté août 2023, je pense. Un peu plus tôt et on a commencé à collaborer en septembre 2023, donc ça fait plus d'un an maintenant aujourd'hui. On a fait un super parcours ensemble jusqu'à maintenant et on a décidé de continuer pour la prochaine saison et j'espère les saisons à venir si elle est ok. Donc ça se passe super bien et ouais, forcément c'est une dimension que j'adore et qui me passionne déjà de base en fait. Pardon. Et aussi, je considère que c'est une préparation aussi importante que la prépa physique et la prépa tennis. Mais ça, voilà, en France, on n'est pas encore tout très au point à ce niveau-là en termes d'importance, tout ça. Enfin, d'équilibre entre toutes les préparations. Mais moi, en tout cas, moi, ce qui me concerne, moi, j'en suis persuadée que c'est aussi important. Et voilà. Et ça se passe trop bien. Tu n'es pas
la première joueuse ou joueur professionnel qui me parle de cette problématique du mental, que c'est pas encore assez assimilé et pris en compte dans les structures fédérales, etc. Tu n'es pas la première. Actuellement, ici à la fédération, après, je veux pas trop m'exprimer. Fédération ou structure privée, ça commence à venir, ils me disent les joueurs, mais on a un peu de retard sur certains pays, on va dire. On a beaucoup de retard. Beaucoup de retard, voilà, tu l'as dit. Et du coup, je fais la transition. Donc, tu disais que c'était un peu une passion, l'aspect mental, le psychologique. En même temps, j'ai vu, félicitations, tu as eu ton bac et que tu voulais, tu gardes une importance particulière. Alors peut-être appuyer des parents, je ne sais pas, mais tu continues tes études en psychologie. Est-ce que tu peux ça te permet d'avoir un équilibre mental, c'est voilà un certain épanouissement entre le sport et on va dire la vie normale, je vais mettre des guillemets. Ouais, c'est un peu ça en fait. J'ai eu mon bac, j'avais le choix d'arrêter. Honnêtement, mes parents me laissent libre à mes choix et je suis complètement autonome sur ces choix-là. Mais j'ai considéré que cet épanouissement intellectuel que j'avais, honnêtement, que j'aime bien, d'apprendre des choses, de m'instruire, ça faisait partie de moi. Et donc, si j'arrêtais après le bac, ça allait peut-être m'enlever quelque chose en moi, ma signature et mes envies aussi. Donc, j'ai décidé de continuer sans me mettre la pression non plus. Je continue pas pour avoir un diplôme. Je continue vraiment pour avoir une activité en plus que le tennis, autre que le tennis plutôt. Et forcément avoir un équilibre, d'avoir un autre épanouissement que le tennis, de m'instruire d'autres choses, même si ça rejoint forcément vu que j'ai décidé de m'inscrire à une faculté de psychologie. Et là, je commence à peine, donc je peux pas dire si ça me plaît ou pas. Mais j'espère que ça va me plaire et je pense que oui. Après, je me facilite pas la tâche non plus parce qu'il y a des examens, il y a quand même des contraintes à ça. Ouais, tout à fait. Mais je me et ouais, je suppose. fais une année. Par exemple, ma première année, je l'étale en 2 années, donc c'est quand même plus light, plus sympa et on verra comment ça se passe. Si j'ai envie d'arrêter, j'arrêterai. Et peut-être je ferai d'autres choses parce que voilà, j'ai envie quand même de faire d'autres choses, mais voilà, pas de pression. Vu que tu es de Marseille, je sais pas si tu le connais personnellement, Antoine Wang, Ouais. qui a été top 100. Je l'avais eu en live sur Insta il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et c'était également un passionné de l'aspect mental. Ah oui. Et bon, ouais, donc je sais pas, faudrait presque que je vous mette en contact. Vous auriez des longues discussions sur l'aspect mental. Voilà, On n'a jamais échangé, mais je l'ai vu beaucoup de fois au CSM ou à d'autres clubs où il s'entraînait, surtout au CSM quand je m'entraînais là-bas aussi de temps en temps. Il s'entraîne pas mal là-bas, mais on n'a jamais trop échangé, mais je savais pas, ouais. Voilà, donc il était très penché là-dessus, il avait donné pas mal de bouquins sur l'aspect mental, donc c'était assez intéressant. Et vu que vous êtes à peu près dans le même coin, a priori il s'entraîne toujours vers Marseille, je crois, à moins qu'il bouge un peu, mais je crois qu'il s'entraîne toujours là-bas. Et d'accord, ok. Non, mais c'est bien, je pense que c'est important cet épanouissement, et puis ouais, t'es encore jeune, quoi. Après, on sait pas combien de temps dure une carrière. Bon, alors il y a la jurisprudence Stéphane Houdet qui va finir à 75 ans. À ce rythme-là, voilà. Bon. Je sais pas s'il est connecté, mais au pire, il m'engueulera si j'ai dit ça. Mais non, blague à part, c'est vrai que les joueurs de tennis fauteuil, j'ai regardé, vont beaucoup plus loin en termes d'âge, en tout cas en moyenne, je veux dire. Donc c'est vrai que tu peux ambitionner d'une carrière très très longue, parce que Stéphane, par exemple, il va finir par être à la retraite, comme tout le monde entre guillemets. Pas beaucoup plus loin. Les joueuses, la plupart, la moyenne d'âge, c'est une trentaine d'années. Donc, voilà, moyenne, c'est 30 ans, ouais, donc tu vois. Ça. Mais pas l'arrêt, hein. Non, moyenne de joueuse, donc ça veut dire qu'il y a du 20 comme du 40, quoi. 25, il y a du 30, il y a du 35, du 40, et c'est très en forme. Et forcément, nous, c'est différent. C'est un parasport. Et donc, si on s'y met, c'est qu'on a eu ou un événement de vie, ou on a commencé dès le plus jeune âge. Voilà, mais je pense que ouais, il y a une possibilité d'aller vraiment beaucoup plus loin. Moi, je verrai, hein, honnêtement, si ça me plaît encore à 35 ans, 40 ans, que je prends toujours du plaisir, classique à dire, mais je continuerai, quoi. Si ça me plaît pas, du coup, je sais pas, à 27 ans, j'arrête et je fais autre chose, mais ça me plaît plus plutôt. Mais moi, je pense que
peut-être avoir une longue carrière, honnêtement. Je peux pas trop m'exprimer dessus parce qu'on peut jamais savoir. Mais je suis tellement passionnée par ce sport qu'il y a tellement de choses à faire. T'as l'air très déterminé, ça s'entend. Cool. Bah, ouais, je suis déterminée et ouais, je suis déterminée à faire plein de choses dans le monde du tennis fauteuil et avoir un nom, avoir un grand nom en fait du tennis fauteuil. Honnêtement, il n'y a pas de. Il faut l'ambition, c'est bien. Moi, ça me choque Moi, pas. j'aimerais grave et après, je suis tellement curieuse de tout ce qu'il faut apprendre en fait dans le tennis fauteuil physiquement. Il y a une avancée aussi technologique, il y a une avancée aussi de tout en fait. Le tennis fauteuil évolue, le jeu évolue et c'est hyper intéressant, hyper passionnant et sur la dimension mentale notamment, il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de matière, hein. Enfin, c'est trop passionnant pour le moment. Donc peut-être dans 20 ans, ça sera aussi passionnant et je pense, franchement, je pense. Bah, c'est vrai qu'il y a l'évolution un peu des technologies des fauteuils. Je sais que Stéphane, encore, je reviens sur lui, qui a ce fameux fauteuil où tu es à genoux. Et bon, toi, vu ton handicap actuellement, ça me paraît pour le moment un peu compliqué, mais c'est vrai qu'on voit vos fauteuils évoluer au fur et à mesure des années, quoi. Ouais, il y a une évolution complète des positions du fauteuil. Là, on voit les Hollandais essayer quelque chose avec une position un peu à genoux, mais à moitié. Il y a plusieurs choses. Et Stéphane Houtet, ouais, qui a ouvert un peu la marche quand même à ce niveau-là. Et c'est super intéressant. Super intéressant. Moi, je verrai ce que je fais plus tard. Mais je vais avoir un nouveau fauteuil après mon opération et on va voir qu'est-ce qu'on va faire à peu près. Mais il est déjà fait. Hein. Il est juste la coque. Au niveau de la coque, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on verra. 100% carbone, je suppose. Bah, le plus light. Dans un premier temps, non. Parce Le que, plus léger possible, en tout cas. Faire, donc dans un premier temps, non. Mais dans un second temps, bien sûr. Le plus léger, c'est le mieux. Mais après, le carbone, ça s'abîme très rapidement. Ça peut se casser très rapidement. Et vu qu'on prend les transports souvent, faut faire attention. Ouais. C'est peut-être pas rentable d'avoir le carbone. Ou alors avoir deux fauteuils. Ça, c'est vrai que vous avez des différences de poids sur les fauteuils. Du coup, quand j'avais fait l'initiation avec Lauraline, elle avait un fauteuil, enfin un tennis fauteuil classique, on va dire, qui pesait un âne mort. Et après, je me suis juste assis dans son fauteuil, alors qu'il était adapté pour elle, donc je suis pas rentré en entier, mais c'était 10 fois plus léger, quoi. Ouais. C'était assez impressionnant les différences, quoi. Ouais, forcément. Après, ouais, ils t'optimisent aux petits soins pour que ça colle totalement à ton profil, quoi. Ouais, c'est le but. C'est le but. Et ça coûte cher, hein. Ouais, ça coûte. C'est un coût important. C'est un certain coût. Et du coup, parle-nous maintenant quand même. Tu vas participer à tes premiers Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques. Est-ce que tu peux nous raconter ce kiff, je suppose, de jouer sur le central? C'était. Ou sur lane. Alors, je sais plus quel terrain t'as joué. Quatrième en double et 2 fois le lane du coup. C'était incroyable. Non, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est au niveau sonore, en fait. Tout ce que j'ai pu entendre. L'intensité sonore a été marquante. Pour moi, c'est ce qui a été le plus marquant pour moi. Après, oui, visuellement, c'était juste énorme à voir tout ce monde qui nous regardait, jouer sur un court qui est quand même bien magnifique. Et ouais, j'ai plutôt bien joué. T'as pas stressé un petit peu sur le je crois que t'as commencé le double avec Pauline avant de jouer tes simples. Et ça t'a pas mis une certaine pression au départ parce que vous êtes quand même pas habitué à jouer sur des terrains aussi, non, il y a autant de monde. Comment t'as pu gérer ce... Ah, je l'entends plus. Ça remplace. Ouais, pardon. Ça remplace pas un public un 3/4 rempli, d'un stade. Voilà. Mais moi, franchement, j'étais plutôt à l'aise. Dès le départ dans le jeu. Pauline, peut-être moins, je sais pas. Et on s'est aligné après. On a mis beaucoup de temps à s'aligner. Donc ça a été compliqué ce double. C'est pas, je te mens pas, c'est pas le meilleur souvenir que j'ai, même si c'était une expérience de dingue. Donc je retiens quand même du positif. J'en retiens beaucoup. Vous perdez peu, non? Vous perdez pas au super tie-break, c'est pas ça?
super tie-break, mais honnêtement, c'est pas une paire contre qui on devrait perdre au super tie-break ou même gagner au super tie-break. C'est pas là où se joue le match. Mais ouais, on a eu du temps à s'aligner en fait. On a fait une bonne préparation, on s'est aligné assez rapidement. Parfois non, mais là quand même, ça a été très spécial. C'est normal en fait d'avoir vécu ça, je pense. Mais moi, c'est pas mon meilleur souvenir, forcément. Et j'ai vécu d'autres émotions en simple. Et, c'était incroyable sur le Suzanne Lenglen, c'est un cours que j'apprécie quand même particulièrement. Il est plus à taille humaine, il est vraiment beau esthétiquement. Ouais. Puis voilà. Parce qu'après, l'ambiance sur l'Englen, c'est 10 fois mieux, les gens sont plus proches. Ouais. On est tous d'accord, je crois. Une meilleure proximité, donc voilà. Moi, j'ai adoré ces premiers jeux, d'avoir déjà eu une première victoire dès mes premiers jeux, même si j'ai eu une facilité dans le tirage, forcément, j'ai eu un premier tirage très simple, le plus simple qu'on pouvait avoir, honnêtement, il ne pouvait pas avoir plus simple. C'était la moins bien classée de tout le monde. Elle avait une wildcard. Et voilà, moi j'ai adoré. C'est un souvenir assez inoubliable. Enfin, c'est même pas assez, c'est inoubliable. Ouais. C'est inoubliable et maintenant c'est derrière. On a des beaux souvenirs, des belles émotions ancrées. Donc, non, faut avancer sur d'autres rêves. Ah, je pense que ça restera gravé tous dans nos mémoires et puis de voir qu'il y a une passion pour le sport valide et le sport non valide. Franchement, on dit para, c'était quand même top. Parce que j'ai été assez impressionné moi-même. J'ai pas pu venir au tennis malheureusement, mais je suis allé voir du basket fauteuil et j'étais assez impressionné de l'ambiance. Voilà. Ouais. Donc franchement, c'était top. On a tous été surpris, forcément. On s'y attendait quand même parce qu'on avait eu des informations sur le nombre de places achetées et tout, mais on savait que ça allait être marquant et que ça allait être peut-être les jeux les plus réussis en termes de public, parce que nous, c'était forcément, je pense que les Jeux paralympiques n'ont pas toujours eu un public important, malheureusement, mais c'était, je pense, ouais, les plus réussis jusqu'à maintenant sur le public et tout ça, et après sur d'autres plans aussi, mais du coup, ça encouragera forcément la suite pour les prochains Jeux. Et du coup, au deuxième tour, tu perds contre la tête de série numéro 2. Tu t'inclines 7-6-6-0, je crois, une japonaise. Qu'est-ce qui te manque justement, selon toi? Alors, je te demande pas de te donner tous tes défauts, évidemment, mais qu'est-ce qui te manque selon toi pour atteindre justement ce top 5 mondial et garder cette régularité? Parce que là, il y a voilà 7-6-6-0, t'as tenu de manière incroyable au premier set. Qu'est-ce qui te manque selon toi pour arriver à ce niveau? Alors déjà, à préciser, elle a été médaille d'or sur ces Jeux. Moi, j'aime bien. Ouais, pour se rassurer, c'est bien. Ouais, elle a fait des Jeux. On fait tous ça, les joueurs de tennis, c'est incroyable. Ah ouais, mais il a gagné le tour, il a gagné le tournoi. J'ai une excuse, c'est bon. Non, mais non, oui, bien sûr. Je comprends, je taquine. En presse, après, sur ce qui c'était cool parce que je sais aujourd'hui ce qui me manque encore pour attraper ce genre de joueuse, ce type de joueuse au plus haut niveau. Et je parlais d'endurance mentale, forcément, de savoir tenir tout le long et même l'endurance physique. J'ai été essoufflée à la suite de M7. J'ai été physiquement entamée et j'ai jamais été aussi essoufflée. Alors c'est peut-être le public qui m'essoufflait, des choses comme ça, le bruit, les informations, plus qu'on n'a pas de base. Mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le plan physique, mental aussi, l'endurance. Il y a d'autres choses que l'endurance mentale sur le travail à faire. Mais voilà, aussi, je vais pas donner beaucoup de détails, honnêtement, c'est pas le but. Mais ouais, la différence, de toute façon, on sait toujours, enfin, on a tous le tennis qui est bon à ce niveau-là. Il n'y a pas beaucoup de différence sur le plan tennistique. C'est plus cette endurance-là, tennistique, technique, cette rigueur à avoir du début jusqu'à la fin. C'est pas très drôle, mais honnêtement, il y a des choses beaucoup plus passionnantes à exprimer, mais j'ai pas trop envie d'aller dans les détails parce que il y a peut-être, je pense que ça va. Il y a peut-être des espions sur le live, tu as raison. Pas d'espions. Il y a des choses très passionnantes à aller chercher dans les années à venir. Notamment,
moi, je dirais le plan mental, même alors ma préparatrice mentale, forcément, elle dira oui, mais même mon préparateur physique et même mon coach de tennis qui est sensibilisé forcément à la prépa mentale avec une formation qu'il a réalisée aussi. Soyez pro, je sais pas si tu connais. Et du coup, il est quand même bien sensibilisé à ça et il le sait, il me l'a déjà exprimé, il m'a dit, voilà, tennis, voilà, on va s'entraîner, on va quand même améliorer les choses, mais voilà, mais les séances sont extrêmement basées sur cette rigueur mentale et cette intensité mentale à avoir sur chaque entraînement et donc derrière chaque match. C'est un peu ça l'objectif des années à venir. Mais voilà, là c'est les grandes lignes et après il y a beaucoup plus de précision à tout ça. Oui, oui, non, bah après c'est la gestion des émotions, la gestion de l'intensité sur 1 heure et demie à haute intensité. Et c'est vrai que t'as, mine de rien, dans l'England, t'as une super ambiance, donc t'as tout à gérer. Et mine de rien, je pense qu'on se rend pas compte nous les amateurs, mais je pense ça joue sur le physique et ça joue même sur ton cardio, tu vois. Je pense que tu fais rarement des matchs assez aussi haute intensité. Ouais, il y a ça. Et elle est habituée à ce niveau-là, quoi. Et ça se trouve, dans un an, bah, ce sera pas du tout pareil. Ouais, j'espère. Bon, bah, c'est ce qu'il faut se dire. Ouais. C'est ce qu'il faut se dire. Et ok, ok. Et alors par contre, ça j'ai un doute, mais Yannick Noah, il était capitaine pour les hommes et les femmes? Ou Non, uniquement pour les... Nous, uniquement. c'était Hervé Tassaro, d'ailleurs le papa de mon entraîneur actuellement. D'accord. Structure familiale. Ouais, c'est histoire de famille. Pas mal, pas mal, pas mal. Et du coup, je bascule sur un peu sur le niveau santé. J'ai vu que tu avais communiqué que tu allais effectuer une opération prochainement pour potentiellement remarcher. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu là-dessus? Ouais, bien sûr. J'effectue, je vais avoir une opération la fin d'année, début novembre, pour pouvoir par la suite remarcher. C'est une opération qui consiste à réduire le moignon que j'ai actuellement et enlever le genou, pour être vraiment précise, et ensuite avoir un nouvel appareillage et pour pouvoir remarcher en fait avec une prothèse. J'avais déjà effectué à l'époque après mon accident, une marche et ça n'a pas eu beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de complexité au niveau de la marche, ce qui fait que j'avais arrêté pour me protéger parce que je commençais à me faire mal physiquement. J'ai eu l'objectif des Jeux et donc j'ai eu ce rendez-vous avec une équipe dans un hôpital très bon pour ce genre de blessure à Paris. C'est les hôpitaux militaires qui font ça Ouais, généralement, non? ouais, c'est un Ouais, hein. militaire, ouais, celui de Paris à Mm. Perpignan. Donc j'ai eu ce rendez-vous il y a plus d'un an et donc il y avait ce rêve des Jeux, donc je pouvais pas me permettre de me faire opérer il y a un an. Donc je vais le faire quand je veux en fait. Et j'ai décidé de la réaliser cette opération après les Jeux, c'est le meilleur moment. Je m'entraîne, je serai de retour en février 2025 en tournoi déjà et sur les terrains en entraînement bien plus tôt. Donc je pense que c'était la meilleure période pour le faire. C'est quand même super important. Moi je suis actuellement en fauteuil à 100% quotidiennement. C'est clairement pas ma place aujourd'hui. J'ai 90% de mon corps qui fonctionne. Juste, une jambe, bah oui, qui a été extrêmement bien blessée le jour de mon accident, mais il y avait de quoi pouvoir remarcher et donc on y est aujourd'hui pour pouvoir améliorer tout ça et pour pouvoir retrouver une marche quotidienne en fait, vraiment. Voilà. Ok, donc ça passe par entre guillemets une réduction de ta jambe gauche pour récupérer Ouais, après une nouvelle, un nouvel appareillage, comme tu dis. c'est ça, exactement. Parce que là, je veux pas dire de bêtises, mais t'es à peu près aux 3/4 de ta jambe, à peu près, Ouais, je suis non? amputé tibial, ce qu'on appelle. C'est-à-dire j'ai En mon plus, il y a pas. moignon après, donc le tibia et le péroné, un petit bout de tibia et de péroné, et c'est tout. Et donc là, le but c'est d'extraire le genou, de désarticuler, d'enlever tout ça, puisqu'il sert à rien. Donc pourquoi le garder? C'est ça l'idée. Et donc après d'appareiller, d'avoir un genou électronique grâce à une prothèse. D'accord. C'est une sacrée réflexion, une sacrée décision, mine de rien. Ouais, Enfin, je suppose que tu l'as mûri depuis un petit temps, mais
Ouais, après, honnêtement, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les amputés fémoraux, du coup, on marche très très bien. Il y a Stéphane Houdet qui est encore plus court de ce que je vais avoir, qui marche extrêmement bien. Je pense aussi à Pauline Desrouledes, qui marche extrêmement bien, des fémorales, enfin, un peu plus spécifique, mais c'est un peu ça l'idée. Elle n'a pas de genoux. Donc, ne pas avoir de genoux, bien sûr que normalement c'est privilégié d'avoir l'articulation. Et encore, bon, si on va dans les détails, des fois ils souffrent plus les amputés tibiaux. Mais du coup, il y a vraiment comment dire, une opportunité de vraiment de marcher très très bien et quotidiennement sans douleur, sans gêne et de vivre convenablement en n'ayant plus de genoux. Donc voilà. Ok. Donc fin d'année d'opération et reprise du circuit ouais, à la fin du premier trimestre de l'année prochaine, quoi. De ce que En je comprends. février, Ouais, février 2001. février 2025. Ok, ok, intéressant. Bon, je sais pas quelle heure il est d'ailleurs parce que 20h57, ça fait une petite heure. Euh, Dans le live, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Voilà, que éventuellement Xenia puisse y répondre. J'avais plus des questions un petit peu flash, un petit peu plus détente parce qu'on est sérieux depuis une heure quand même. Du coup, j'avais lu que ton inspiration tennistique, c'était Caroline Garcia. Est-ce que tu me confirmes que c'est un modèle pour toi? Ouais, en vrai, ouais. Quand j'étais jeune, j'adorais cette joueuse physiquement, ce qu'elle dégageait. Et c'est encore le cas aujourd'hui, mais pour d'autres raisons aujourd'hui plutôt, pour ses choix, pour son affirmation sur la santé mentale. C'est quand même Ouais. un jeu de sa part. Aujourd'hui, on en parle encore très peu, hein, on peut être honnête. Donc j'adore, en fait. Tennistiquement, je l'adorais aussi. Enfin, je l'adorais. J'appréciais ce qu'elle dégageait sur le terrain de tennis quand j'étais petite. Je sais pas, j'aimais bien cette joueuse. Pas trop de raisons à ça, mais et j'aime bien ce qu'elle apporte à la santé, enfin ce qu'elle partage sur la santé mentale, la préparation mentale aussi. Du coup, euh, cette ces paroles-là vont aider en fait à faire attention et aussi à bien se préparer. C'est une équipe bien entourée. Aussi, voilà, là, elle va étudier peut-être à Harvard, plus entendre. Voilà, c'est cet équilibre mental. Enfin, vraiment, tout autour du. Aujourd'hui, vraiment, je l'apprécie juste pour ce qu'elle représente et ce qu'elle essaie de partager. Elle a aussi les mêmes goûts de livres que moi, mais aussi indirectement de ma préparation mentale parce que c'était Mona Ankawa, Kilomètre Zéro. Elle avait mis comme livre de référence. Et j'ai lu ce livre bien elle est choisi dans un magazine et moi aussi et c'est fou on avait un peu le même livre en commun. Moi je l'ai connu ce livre grâce à du coup ma préparatrice mentale qui me l'a offert et voilà et donc c'est assez marrant on a quand même pas mal de points communs en fait on s'est jamais vu j'en ai vu beaucoup de joueurs français je suis au CNE je les vois tous et la seule que je n'ai encore jamais vue physiquement et j'ai jamais échangé avec elle c'est elle c'est assez marrant mais pas de problème et Bon. Donc on arrive à te mettre en lien. mais ouais truc. Et Je vais sinon, la taguer je vais la taguer quand je vais publier le live. On va tenter. non, mais sinon, tennistiquement, et même mental et tout, j'aime bien Gaziatek, ce qu'elle dégage. J'aime bien, ouais, ce qu'elle représente. Elle aussi parle beaucoup de prépa mentale et tennistiquement, j'apprécie beaucoup. Voilà, chez les filles, c'est un peu ça, ce que j'aime bien. Voilà. Et oui, bah d'ailleurs, c'est vrai Caroline a brisé un peu le tabou des burn-out chez les joueurs et joueuses pro. Donc c'est vrai que elle a soulevé une parole et tu dois probablement écouter ses podcasts sur Ouais. Tennis Insider Club. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Elle a Mm. une approche très intéressante. J'ai une question de Guillaume. Je vais la compléter parce que j'avais prévu de poser cette question. Euh, Stéphane Houdet me disait qu'il était plutôt favorable à ce que les tennis fauteuils soient ouverts à valides et non valides. Voilà, en termes sur la compétition sur le circuit, parce qu'il considère que le tennis fauteuil peut être un vecteur de vivre ensemble. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est vrai qu'on en avait déjà discuté avec Stéphane D quand j'avais Ah, appris.
il défendait cette cause et qu'il voudrait qu'un jour ça existe. Mm. Et dans l'idéal, je suis d'accord avec lui. Parce que si on veut vraiment un jour accepter le handicap, tout ça, là, accepter... c'est bon, j'ai juste eu une notif de batterie. T'inquiète. Si vraiment on souhaite ça, qu'il n'y ait pas de disparité, qu'il n'y ait rien, mais rien du tout entre handicap et non-handicap, eh ben, faut cette mixité, en fait. Faut cette mixité, mais à 100%. Et pas comme aujourd'hui où ça l'est, mais pas 100%. Aujourd'hui, bah voilà, dans la pratique sportive, si on veut vraiment que tout le monde soit égaux, honnêtement, même si c'est dur à dire, bah, je pense que cette mixité sociale, elle est super importante. Ça commence déjà dans des cours de tennis en club, à l'échelle d'un club un groupe de 5-9 ans, là, qui est une personne en situation de handicap, en fauteuil, qui joue au tennis fauteuil, et une personne debout, et qui jouent ensemble, en fait. Ça commence déjà comme ça, avec des cours en commun, en fait. Et de voir des enfants en fauteuil et pas en fauteuil, tout, en fait. Ça commence déjà par cette mixité, en fait. Voilà. Mais aussi en compétition. Bien sûr que si on veut, voilà, il y en a, ils sont un peu cons parce que forcément, du coup, ils n'auront pas de handicap. Ils sont dans un fauteuil et il y en a, ils aiment pas l'image de ça. Mais en fait, on est en train de faire la même connerie, en fait, dans l'autre sens. Dans le sens où on va pas les accepter parce qu'ils n'ont pas de handicap. Mais nous, on n'est pas acceptés parce qu'on a un handicap. Donc, Ouais, c'est clairement le bon raisonnement. on fait un peu la même connerie, en fait, de refuser d'avoir une classification. Et voilà, c'est un handicap, t'as pas un handicap, bah tu dégages. On fait un peu la même chose, en fait, si on réfléchit bien. Donc, moi, je suis un peu d'accord avec Stéphane Houdet, hein, de faire jouer tout le monde. Et en plus, ça ferait un circuit extrêmement grand, Massif, super. là, pour le coup. Et handicap et pas handicap. Après, on verra si on fait des catégories, c'est-à-dire tennis fauteuil, tout membre valide avec les amputés, parce que nous, honnêtement, amputés avec quelqu'un qui a 4 membres valides, on peut s'en sortir, honnêtement. Enfin, il y aura pas de différence, je pense. Très peu, en tout cas. Mais bien sûr que les handicaps un peu plus lourds, paraplégie ou tétra, parce qu'il y a des tétras aussi, des quad, bon, eux, normalement, sont déjà c'est pareil, ils sont en quad, ce qu'on appelle. Donc, forcément, il y aura un travail à faire, hein, si ça se réalise un jour. Mais dans l'idée, il a raison. Et moi, enfin, je porte pas trop, enfin, j'ai pas encore une grande parole sur le handicap. J'essaie vraiment de sensibiliser, mais pas plus que ça. J'ai d'autres projets en tête. Bien sûr que c'est important de parler du handicap parce qu'il faudra toujours en parler, je pense. Mais déjà commencer par ça, ouais. Pour moi, le plus important, c'est la mixité sociale, en fait. Donc, nous, on doit l'inclusion totale. accepter les personnes valides, comme les valides doivent nous accepter. Et si et l'idée de Steph, qui lui, il en parle depuis, je sais pas, depuis des années, mais moi, il m'en a parlé. Et il a bien raison. Honnêtement, pour répondre à ta question, Guillaume, du coup, je suis un peu du même avis que Stéphane. Ça me prend pas les tripes comme lui, je pense, Steph lui prend. Enfin, vraiment, lui, c'est un projet. Lui, c'est une bataille. Lui, j'ai bien compris que c'était. Un peu je suis un peu encore, enfin, pas égoïste, mais je suis un peu dans ma carrière. Ça veut pas dire que dans ma carrière, je vais supporter aucune cause. C'est pas du tout ça le truc, mais aujourd'hui, voilà, je prends un peu mes marques et je vois aussi qu'est-ce que moi j'en pense parce que je viens d'arriver dans le monde du handicap et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais par contre, sur ça, je suis assez convaincue, donc je peux exprimer mon avis et c'est ça mon avis, donc voilà. Bah, merci pour ton honnêteté, mais je posais la question parce que je sais que certains joueurs ou joueuses pro ne sont pas très très favorables pour le moment, mais tu as sorti pour moi les bons arguments, je suis entièrement d'accord avec toi à titre personnel. Mais par contre, il faut jouer le jeu, c'est ce que Guillaume avait peur que ça impacte sur la catégorie quad. Je ne pense pas, si il faut jouer le jeu à fond, faut pas faire dans la demi-règle. On inclut tout le monde ou non. Sinon, ça fonctionnera pas, t'as raison. Il y avait quelqu'un qui posait une question. Alors, c'était plus les dates de tournois de tennis fauteuil / circuit pro. Bon, c'est pas du tout les mêmes dates, sauf pour les grands chelems. Alors, il y a les super séries, équivalent de Masters 1000 chez nous. Où Ouais. il y a par exemple Rome,
où on a le même tournoi, même timing, même lieu. D'accord. Il y a eu une, Classe. il y a eu une démo à Miami. Donc souvent quand il y a une démo, c'est peut-être une démo de tournoi en fait. Hein. Ça se trouve, ça va continuer dans un tournoi officiel. Il y a aussi, là, il y a eu pas longtemps au Japon, un tournoi en même temps que la TP 500 garçon, tennis fauteuil. D'accord. Ensuite, on a une autre super série qui se réalise en même temps. Je ne l'ai pas en tête, mais on a quand même un circuit qui rejoint de plus en plus le valide. C'est un peu ça. D'accord. Les projets en tout cas de l'ITF peut-être au plus haut niveau. Il y a déjà tous les grands chelems, les 4, et de gros rendez-vous, il y en a. Mais pas aujourd'hui non plus tout. On a quand même notre circuit à nous, voilà. Mais voilà, ouais, c'est à peu près ça. D'accord. Bah, n'hésitez pas à poser encore quelques questions. Donc, inspiration, je disais Caroline Garcia, ton idole au tennis. Idole, j'aime bien Djokovic. Oh non, non. Pas tout le monde l'apprécie, ça je le sais. Non, c'est un immense champion. Non, je Bien taquine. Donc, ouais, Djokovic. sur la passe, ouais, sur ce qui dégage, pas Mais forcément sur. t'aimes bien t'aimes bien les personnes qui affirment leur caractère, quand même. Swiatek, Djokovic, j'aime bien ces profils-là. Ouais, mais c'est des personnes qui osent en fait Bien sûr. montrer et affirmer certaines choses, c'est vrai. Mais je pense que c'est ça, effectivement. Après, la personne, honnêtement, je sais pas du tout. Je peux pas. J'aime Djokovic, je sais pas. Ça, moi, je l'aime bien parce que encore une fois, il a démontré plusieurs choses sur la sur la dimension mentale et bien plus. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Euh, L'importance de tout ça, sur cette flexibilité corporelle aussi. Il a toujours entretenu, je sais pas, une diversité, enfin, une capacité physique à faire beaucoup de choses, une souplesse impressionnante. Il est quand même très complet et il a la longévité aujourd'hui. Donc, ça se respecte énormément. Donc, ouais, Pourquoi je dis la vérité, vu que c'est Daniel. je dirais pas que c'est idole en fait, mais quand même remarquable. Et tout ce qu'il dit, en fait, tout ce qui sort de sa bouche, pas tout le temps, hein, mais quand il parle sérieux, on va dire vraiment, c'est à souligner très souvent. Donc voilà, c'est ce que je retiens de lui. Ton, ton coach dis la vérité, c'est Daniel ton modèle. Mais en fait, ça c'est très récent. En fait, Daniil Medvedev. Ça dépend l'aspect du mental. Hein. Oui, il rentre dans les têtes des joueurs, mais des fois, lui. Je parle pas de mental. Ah ouais. Tennistique, là, on va parler vraiment. Ah. Daniil, j'aimais pas du tout, mais en termes d'esthétisme, on le sait tous, c'est très Particulier, oui, c'est sûr. c'est très moche ou particulier, on sait pas, mais et en fait, ces derniers temps, j'ai travaillé sur le non-esthétisme parce que des fois, franchement, moi, je ratais des points parce que je voulais faire le beaucoup. Hein, honnêtement, je suis un peu comme ça, un peu matrixée par l'esthétisme tennistique. Et donc, mon entraîneur un jour, il m'a dit, franchement, tu t'en fous de faire des coups comme ça, même des coups de paddle. À un moment donné, s'il faut s'en sortir, eh ben on y va quoi. On fait un truc qui n'existe pas, mais on s'en fiche. Donc on est un peu parti sur ça et du coup j'ai commencé à faire des coups de rang un peu à la Dani, des revers. Je suis partie un peu dans un délire et en fait j'ai trouvé ça hyper cool. Genre ras du filet un peu qui a pas d'esthétisme et c'est hyper. Une poussette à l'arrache, quoi. C'était incroyable. Non, des fois c'est incroyable parce que moi je mettais des fois trop de volume, trop d'auteur et finalement des fois voilà faut y aller et du coup, j'admire un peu plus maintenant ce joueur-là parce que je le regarde de plus en plus sur les réseaux, sur des matchs. Et c'est assez impressionnant en fait parce que lui il se prend pas la tête en fait. C'est ça qu'il faut retenir de lui. C'est qu'il se prend vraiment pas la tête et c'est super fort quoi. C'est parce qu'il a une capacité de s'en foutre du jugement des autres qui est assez cool. Ah, lui, oui, c'est fort pour ça. Et c'est pour ça que voilà, ces derniers temps, ouais, je me suis un peu penchée sur ce joueur, mais rien que pour ça en fait. Ah, il a été numéro 1 mondial, hein, mine de rien, on oublie, mais il est monté numéro 1. Bon, n'essaye pas de limiter en revers parce que sinon, Oh non, ça va être compliqué. pas, mais non. Mais je trouve ça bien, moi, je trouve ça bien. Bon, question plus aérienne, ton tournoi préféré?
Mon tournoi préféré, Roland-Garros, c'est sur terre battue, j'adore, mais c'est pas où j'ai ressenti le plus de choses pour le moment. Bon, j'ai pas fait non plus tous les grands chelems, c'est pour ça aussi. Mais dans le circuit ITF, il y a un tournoi en Suisse qui est super. Super bien organisé, super agréable. C'est en été, c'est en août, je ne vais pas me tromper. Non, juillet. Fin juillet. Super tournoi. Donc, petit clin d'œil à eux. Attention Et à Annabelle Ribaud. Je sais pas d'où elle est. Mais... le Swiss Open, le Swiss Open, très très beau tournoi, très très sympa, super agréable. Et sinon, en tournoi plus prestigieux, en Grand Chelem, s'il faut en choisir un, j'en ai fait que 2 sur 4. Donc, moi, j'ai bien aimé l'US Open. Pas par son. Parce que c'est plus classe quand même, Roland, tout ça. Mais c'est-à-dire, je suis assez nostalgique de cette période et de la ville et de plein de choses. Donc, c'est un peu faussé. Mais quand même, ça reste un tournoi emblématique avec tout écran, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Et donc, c'était pas désagréable non plus. Donc, voilà. Je sais pas trop si. Mais ouais, il y a le Swiss Open dans le circuit ITF qui est un super tournoi. Peut-être j'en oublie certains que j'ai adoré, mais et voilà. Alors on oublie, on oublie que t'as que 18 ans, donc t'as déjà fait pas mal de choses à seulement 18 ans. On oublie. Hein. Est-ce que t'as une petite anecdote sympa à nous raconter sur le circuit? Alors sans trop mettre la honte à ton coach, mais est-ce que t'as quelque chose? Faut que je réfléchisse parce qu'il y en a tellement et il faut en sortir une là sans trop attendre. Dans le circuit, il y a en off-court, il y a des pétanques sur herbe en Turquie, où avec mon coach, vu qu'il est de Marseille, donc on faisait une pétanque avec aussi Claire, mon ancienne entraîneuse de l'année dernière. C'était quand même de super moments, super souvenirs. Donc ça, on essaie toujours de s'occuper un peu en tournoi avec des activités et tout, parce que des fois on a quand même du temps. Donc ça, c'est sympa. Il y a pétanque sur herbe, donc ça, c'est nouveau et c'est sympa. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et, Il vient de te mettre un taquet, ton coach. Il a écrit que tu n'as jamais gagné contre ton coach, 3 petits points. Par contre, non, il y a eu des parties qu'on avait gagnées, parce qu'on était en équipe. Moi, je jouais avec Zoé Maras et eux ensemble, Claire et Gabriel, les 2 entraîneurs ensemble, si je me trompe pas. Ouais. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Et sinon quoi d'autre? Sinon, ouais, il y a des choses où. Là, il y a quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps, une petite anecdote. J'ai pris un set à mon entraîneur. En tennis fauteuil. Bon, il a gagné le match, mais j'ai pris un set et ça paraît pas fou parce que lui, il joue en fauteuil et il joue très très bien en fauteuil. Ça paraît pas fou dit comme ça parce que du coup, moi, je suis professionnelle dans le tennis fauteuil et je suis censée quand même gagner, mais non en fait parce qu'il joue super bien. Et donc c'était énorme. Je me suis allongée par terre, j'ai célébré, j'étais aux anges. Et c'était un très très beau souvenir et c'était à peine il y a 3 jours au CNE. Ah oui. Donc ça, je suis très émue d'exprimer cette victoire. Il va me défoncer, mais j'étais obligée d'en parler. Voilà. Et il a écrit jamais gagné toi. Alors il manque des mots, mais jamais gagné toi en fauteuil contre moi en fauteuil. N'importe quoi. Voilà. Un jour, ça arrivera. Un jour, ça se produira. Déjà, là, c'est limite. Et encore, je pensais avoir gagné parce que je pensais qu'on allait en 1-7. Et en fait, non. Et donc, bon, bref. On va pas perdre de temps sur ça, mais voilà. Ça marche. Non, écoute, je pense qu'on a fait une grande partie du cours. Après, je sais pas si tu voulais potentiellement passer quelques messages. Il y aura quelqu'un qui a écrit Blackgammon. Je sais pas si c'est un jeu que tu fais. Ah, le backgammon, peut-être tu dois en jouer. Backgammon avec Frédéric Patierno. C'est ça. Bien sûr, on joue beaucoup au backgammon. J'adore, il m'a fait découvrir ce jeu. Bon, on connaît tous, je pense, mais moi, je connaissais pas les règles du jeu encore il y a peut-être 1 an et demi. Et donc, ouais, il y a pas mal de jeux en tournoi, et dont le backgammon, ouais. Avec Frédéric Patierno, qui est l'entraîneur national des juniors. C'est trop cool. Il y a tellement de choses à raconter, honnêtement.
Oh, tellement d'anecdotes drôles, je pense. Ouais, il y en a pas mal. Après, il y a des choses qui ne doivent peut-être pas être exprimées. Non, je vais pas balancer les dossiers, Mais, t'inquiète pas, c'est pas, mais non, il y a pas mal de choses. ça marche. Bah écoute, en tout cas, je te remercie pour le temps que tu as consacré pour Merci à parler de toi. ton projet. Merci pour C'était ce live qui est super cool. c'était cool, franchement. Je vois le livre de Federer par là, très bon choix. Oui, bah forcément. Moi, je suis pro Ouais. Federer. Désolé. Hein. Non, Federer, super. Non, bah merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Et ben bon courage pour l'opération en fin d'année en tout Ouais, cas. Puis on espère super. Merci. vite te revoir sur le circuit. Et puis j'essaierai de venir. Donc toi, ta structure, elle est bien à Marseille. Alors tu t'entraînes un peu au CNE, mais tu t'entraînes à Marseille aussi. Tu es un peu entre les deux. Je tourne un peu, je switch un peu cette année, mais ma structure, non, elle est au Pôle France actuellement, au Centre national d'entraînement, et j'utilise aussi la structure de la Ligue à Aix-en-Provence. Donc je switch un peu quand je peux. C'est une année un peu transitoire, honnêtement, donc voilà, mais après, à l'avenir, on verra ce que je choisirai. Mais voilà. Ok. Bah, si t'es d'accord, je demanderai à ton coach si à l'occasion je peux venir voir un de vos entraînements au CNE ou à Aix, si ça vous dérange pas de filmer un peu. Et Ouais, avec plaisir, pas de souci. ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup, bonne soirée à toi et puis merci à tous. Toi, super, c'était cool. Bonne soirée. Et merci à tout le monde Ciao. qui regardait.